Bad Mulch a un problème avec le communisme. Il a très peur du communisme. Il veut sortir des étiquettes. Il a réacté en fait notre petit débat avec Nicolas Framont sur le communisme. Vous savez, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo. En gros, Nicolas Framont avait fait des stories pour dire pourquoi est-ce qu'à Frustration Magazine, il n'utilisait pas le mot communisme et qu'il préférait, par exemple, le terme partisan de l'égalité. Il expliquait que le mot communisme, voilà, il était porteur d'une histoire qui était une histoire notamment des pays de l'Est, soviétiques, de certaines révolutions qui sont, selon Frustration, totalitaires, autoritaires et qui ne font pas rêver, qui sont loin du communisme qu'ils appelleraient de leur vœu. Et donc, eux, ils préfèrent parler, par exemple, de partisans de l'égalité où ils disent, bon, le mot n'est pas parfait, on cherche encore le mot. Et donc, voilà. Donc, nous, on a essayé de débattre un petit peu en disant pourquoi nous, on utilisait le mot communisme, même si, au fond, on peut avoir des projets largement communs, je pense, avec Frustration Magazine. On a essayé de montrer quand même que quand on se battait contre le mot, on se battait toujours quand même un petit peu sur ceux qui étaient derrière le mot et donc aussi sur le fond, que c'était pas qu'un débat de forme. Sur ça, donc sur ce débat entre adultes, il y a Bad Mulch qui arrive et qui se met à chier sur la table et vous allez voir que c'est un peu vrai. Je dis ça peut paraître méchant, hein, tout, mais en réalité il fait pas d'effort quand même parce que ça fait 3 ans qu'il est là à pas trop se renseigner, on va dire, sur ce qu'est le communisme et le vrai débat qu'on peut avoir là-dessus avec quelqu'un comme Nicolas Framont. Et lui, il arrive et il demande en fait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire À la fin de la vidéo, il comprend qu'on veut sortir de l'économie de marché, c'est-à-dire qu'il n'avait pas compris que le communisme était une sortie de l'économie de marché. Il nous critique aussi sur le fait qu'on dit qu'on veut sortir de la monnaie. Et donc, on se dit que c'est l'occasion de lui répondre et notamment de faire une capsule qui va être un peu didactique sur ce qu'est le communisme et notamment sur ces histoires de monnaie, sur ces histoires de marché et tout ça. Chris, comment est-ce que ça va ? Est-ce que tu es d'accord pour débunk tout ça avec moi ? Moi je suis chaud, surtout qu'il y a comme tu dis, une petite accusation de on sort des grandes phrases, voilà, on n'est que dans les étiquettes. Une accusation d'abstraction. Et pas le seul à nous la faire, Mulch, donc voilà, on va lui donner le point. Et non, justement, l'abstraction, c'est le point de départ de la pensée marxiste. Hein. Ceux qui ne s'élèvent pas au concret n'ont pas fait la moitié du chemin. Donc, à l'abstrait. De l'abstrait au concret. Oui, c'est ce que je t'ai dit, ceux qui ne s'élèvent pas au concret. N'ont fait que la moitié du chemin, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, c'est ça, exactement. J'avais pas compris. Voire sont même restés au début, quoi. Ouais, ils sont restés au début, exactement. Et donc, souvent, c'est l'inverse des empiristes qui, eux, partent du concret et puis essayent d'en déduire des généralités, des abstractions et tout. Donc, là, on va pouvoir expliquer concrètement comment, justement, le communisme est un mot qui recouvre effectivement derrière des choses vraiment très concrètes et très réelles. Et le fait de penser le communisme derrière, c'est pas un mot au hasard, c'est comme le socialisme à un moment donné, c'est l'idée de fait qu'il y a un commun, une mise en communauté totale, une socialisation, et donc qui s'oppose à la privatisation, c'est-à-dire à l'individualisation, à l'éparpillement, et tout ça effectivement se débouche sur des logiques très concrètes de sortie de la monnaie, de la planification, et on verra. Et là, c'est peut-être que les gens ne comprennent pas. Non seulement la sortie de la monnaie est le communisme. Voilà, il n'y a pas besoin de monnaie et d'argent dans le communisme. Et surtout, le capitalisme, et ça, on en a parlé entre nous plein de fois, c'est peut-être l'occasion d'en parler avec tout le monde, le capitalisme est déjà en train de l'abolir, c'est vraiment le mouvement d'auto-abolition de la monnaie réelle. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent vraiment bien le capitalisme et la production capitaliste, vous verrez, on va vous montrer qu'en fait la monnaie est déjà en train de disparaître. Ok, très bien. On va partir du coup sur le react de Mulch. Donc on réacte Mulch qui nous réacte pendant que nous on réacte Framont. Donc on est un petit peu dans un... L'abîme. Ouais, c'est ça, la boucle quoi. On va regarder un peu ce qu'il raconte et pouvoir y répondre. T'as pas les rêves, mais tu sais, c'est Inception de Christopher Nolan. Je sais pas si t'as vu ce film. Non, je connais le terme, mais à quoi il est lié. Et un type, le communiste, c'est pas le PCF. C'est que t'es obligé de lui expliquer tout un tas de trucs. Quand t'es marxiste communiste, qui sait pas, tu vois, Là, tu étais en train d'expliquer, du coup, voilà, parce que Nicolas Framont, il disait, le communisme, ça va avec le PCF. Aujourd'hui, tu disais, oui, il y a des gens, et quand tu crois que le communisme, c'est le PCF, ça veut dire qu'en fait, t'es pas très, très au courant de ce qu'est le communisme, et donc tu vas devoir expliquer à la personne le communisme et plein d'autres choses. En fait, dire, il faut rejeter le terme communiste, à ce moment-là, le mec qui pense que le communisme, c'est le PCF, toi, tu lui dis, il va falloir aussi lui expliquer ce que c'est l'abolition de l'État, la sortie de la monnaie, il va même falloir lui expliquer ce que c'est la bourgeoisie. Enfin, voilà, à partir du moment où le mec ne connaît pas du tout ce que c'est que le communisme,
communisme, dire bah il suffit de rejeter le mot communisme, bah oui, mais à ce moment-là, tout le contenu du mot communisme aussi, il va falloir le rejeter parce que le mec ne le saura pas non plus. Enfin, je connais personne qui pense que le communisme c'est juste le PCF, mais qui est au courant de ce que c'est qu'une planification de l'économie, une réappropriation des moyens de production, une sortie de la monnaie, tu vois, enfin, Ouais, c'est ça, l'abolition de la valeur. Complexe, tu vois. Si tu connais tout ça, bah effectivement, la médiocrité actuelle du PCF, enfin surtout du roussellisme au sein du PCF, t'apparaît comme une évidence. Voilà, donc c'est plutôt l'inverse. Il faut mieux expliquer le communisme généralement et vous verrez que le PCF disparaîtra aussi sec. Donc si tu veux, quand le gars il dit ah bah non, je vais pas parler, ça va m'empêcher, bah à mon avis, tu vas avoir du mal à parler de la réappropriation des moyens de production. La réappropriation des moyens de production, on peut détailler comment ça marche? Par contre, Mulch, c'est une dinguerie. Genre, ça fait 5 ans qu'il est en boucle, il a toujours pas capté ce que c'était, tu vois. Tu vois, il voit pas la différence entre, je sais pas, quand t'as des gros monopoles publics. Genre, il voit pas la différence entre une centrale nucléaire publique et si elle était privée, tu vois. Il voit pas la différence de comment ça marche. Et encore, public, aujourd'hui, c'est étatisé. Il n'y a pas de démocratie à l'intérieur d'EDF qui permettrait, je sais pas, d'avoir une vraie réappropriation. Mais t'as déjà une sorte de réappropriation. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Je vois même pas comme t'as des régies. Pour le coup, même des gens qui s'intéressent pas au communisme savent ce que c'est, quelque chose de public et, je sais pas, une autogestion, tu vois, ça paraît pas très compliqué. Ouais, ou une gestion même étatique. On peut critiquer l'étatisation de certaines régies publiques, l'électricité, l'eau, tu vois, mais de fait, c'est des choses qui ne sont pas appropriées par certains. C'est des choses qui ne font pas de plus-value sur le travail des gens parce que à la fin, il n'y a pas de distribution de dividendes voilà, sur des régies publiques ou des choses étatiques. Donc, je sais pas, il voit pas ce que c'est la différence entre l'hôpital public et une clinique privée, Mulch. Voilà. C'est pas évident quand même. Et en vrai, ce qui est fou, c'est que il dit ça avec un petit ton de mépris, donc on va essayer de rester didactique. On va essayer de faire un c'est pas sorcier, le communiste. Tu vas faire Fred et moi je vais essayer de faire Jamie ou l'inverse, comme tu veux. Mais voilà, un c'est pas sorcier, tu sais, moi c'est vraiment l'émission qui. J'ai grandi devant la télé. Hein. Je sais que c'est quoi. Zoé, elle est réduite à la petite voix avec Chris. C'est super. Hein. À la ref. Mais voilà, c'était une super émission que j'ai saigné quand j'étais petit, voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, mais il y avait beaucoup la télé. Donc on va essayer de faire un C'est pas sorcier, parce qu'il a à peu près 12-13 ans, je pense, Mulch, voilà, mais il fait un effort. Et donc, effectivement, oui, la réappropriation des moyens de production, c'est-à-dire la démarchandisation et la non-privatisation, ou la déprivatisation, je ne sais pas comment on peut dire, s'il préfère changer de terme, bah, c'est justement le fait que des moyens de production, fabriqués par exemple de l'eau, tiens, prenez cet exemple de l'eau, et ça va me servir pour la suite des exemples, quand on fabrique de l'eau à l'échelle publique, l'État est propriétaire à 100% de la régie et à ce titre-là, il n'y a pas d'individu, c'est très important, propriétaire de ces moyens de production de l'eau et donc il n'y a pas de propriété privée des moyens de production. Propriété privée, il faut être clair, net et précis. Ça veut dire propriété individuelle. Alors, vous pouvez critiquer la propriété étatique, soviétique. Voilà, beaucoup de gens de la gauche communiste font ça, et avec des arguments parfois pertinents. Mais ça reste de la propriété qui n'est pas privée. Voilà. Donc, la réappropriation Mulch des moyens de production, bah, c'est de faire en sorte que tout soit, à minima, public, socialisé, nationalisé. C'est vraiment le minimum. Voilà, c'est l'effet. Là, on est dans ArcelorMittal en ce moment, c'est nationalisé. Donc, on déprivatise. Voilà. On enlève la propriété privée des individus. On la rend nationale, c'est-à-dire gérée par l'appareil d'État administratif. Et puis, demain, nous, les communistes, on veut la socialiser. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que cette propriété-là, elle ne soit pas gérée par des administrateurs publics, des gens d'État, des fonctionnaires dédiés, mais directement par les gens qui sont les producteurs sur la ligne. Voilà. Donc ça, c'est aussi un travail dans la division du travail. Donc c'est assez simple. Et surtout, ce qui m'amuse, c'est qu'il pose une question de béotien, alors qu'en fait, notre monde, alors oui, un petit peu moins depuis le néolibéralisme, mais notre capitalisme avancé n'a jamais autant été déprivatisé. Parce que justement, là, il décrit un truc genre tout privé, aussi bizarre, on s'imagine pas comment c'est, mais ça, c'est le monde du 19e siècle. Aujourd'hui, on a tout un tas de choses. Enedis, par exemple, voilà, le réseau EDF est totalement déprivatisé. Donc, il y a effectivement une non-propriété des moyens de production. Ce qu'il faut, c'est, et là on va parler de la réappropriation, on va faire en sorte qu'ils soient gérés par les travailleurs eux-mêmes. D'autant que si tu comprends pas ça, tu comprends pas la politique actuelle, parce que pourquoi est-ce que c'est des enjeux de lutte des classes et pourquoi est-ce que la bourgeoisie veut privatiser l'hôpital, privatiser Enedis, privatiser la SNCF, c'est déjà à moitié fait, tu vois, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent privatiser tout ça? C'est justement parce qu'à un moment donné, ces grands domaines de l'économie ont échappé à la propriété privée, tu vois.
Exactement. Si lui, il comprend pas ce que c'est la réappropriation des moyens de production, enfin, il y a juste à se dire qu'est-ce que la bourgeoisie veut détruire aujourd'hui pour la privatiser. C'est ces trucs-là qui sont aujourd'hui publics, même si encore une fois, hein, il y a pas une démocratie dans le travail et tout en France, ça je suis d'accord. Mais d'ailleurs, à un moment donné, dans la capsule, il comprend pas pourquoi on fait le lien, tu vois. À un moment donné, je parle de ce qui s'est passé au sortir de la guerre avec le programme du CNR, avec le fait qu'il y a eu énormément de monopoles publics qui ont été créés, la sécurité sociale notamment. Et il dit des fois, il nous parle de l'URSS, des fois, il nous parle de ça. On sait pas ce que c'est le communisme. Mais en réalité, que ce soit en URSS ou la sécurité sociale, c'est la même dynamique de dépropriétarisation, tu vois. Tu peux critiquer l'URSS et dire voilà les goulags, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y a pas un système privé de soins en URSS, tu vois. Et c'est ça, en fait, ce qu'on pointe du doigt en disant il y a un germe de communisme, il y a un communisme en acte même, dans le fait de sortir de la propriété privée lucrative, le fait de faire des radiographies, le fait de faire de la chirurgie, le fait de faire des actes de soins, quoi. Et ça, faut vraiment qu'ils le comprennent, parce que sinon, il dit ah ouais, mais en fait, tu sais, c'est vraiment le sophisme que tu as, mais même dans Platon, tu sais. Il dit le mot est trop large, donc faut plus utiliser le mot, parce que des fois, ça parle de l'URSS, des fois, ça parle de la sécurité sociale, des fois, ça va parler, je sais pas, de Cuba, et il dit du coup, c'est des trucs différents. Ok, à Cuba, ils parlent peut-être espagnol, mais en tout cas, ils ont aussi sorti de la propriété privée énormément de choses. Et c'est ça, quand on est en train de parler, on s'en fout qu'il parle espagnol, tu vois, et que les autres, ils portent des chapkas, tu vois. Parce que lui, c'est ça dans sa tête, c'est trop divers, et du coup, il n'y a plus de communisme, il n'y a pas une unité du projet communisme. L'unité du projet communisme, que ce soit en URSS, à Cuba, ou je sais pas, au Venezuela, ou Sankara, au Burkina Faso, elle est dans cette dynamique de réappropriation des moyens de production. Elle est clairement là-dedans, quoi. Et de sortie du marché. Et ça va vraiment avec, parce qu'il comprend pas aussi pourquoi le communisme serait une sortie de l'économie de marché. On va en reparler. C'est très intéressant ce que tu dis. On fait une petite digression sur le nominalisme, là, ou cette critique-là, des concepts. Les concepts doivent être significatifs. Les concepts, ça veut pas dire qu'ils décrivent exactement ce sur quoi il se pose. Parce que si tu disais un chapeau, et là il y a Bulge qui arrive et qui dit si je te dis de mettre un chapeau sur ta tête, on ne sait pas si c'est un haute forme ou un chapeau melon, pas du. Donc le mot chapeau est trop large. Non, c'est vraiment le sophisme de base, mais dans Platon il y en a plein de sophismes comme ça. C'est ça, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, justement, pourquoi le mot chapeau est significatif? Parce que on comprend que quand tu dis chapeau dans un espace, voilà, tu sais que tu vas devoir mettre quelque chose pour couvrir ta tête. Le détail même de si c'est un chapeau melon, un chapeau haute forme, etc., est secondaire. Le mot chapeau suffit. Quand on dit le mot communisme ou le mot socialisme, on sait justement qu'on s'oppose à une autre manière d'être au monde, une autre manière d'être de production. Effectivement, il y a des différences à l'intérieur qui peuvent être aussi significatives, mais il est assez significatif pour exclure tout ce que tu as dit tout à l'heure, les mécanismes de propriété individuelle, du marché, etc. Et en fait, les concepts doivent être significatifs. S'ils sont trop larges, tu dis rien. Si c'est trop précis, effectivement, on ne pourrait pas dire les individus, mais comme chaque individu est différent, à chaque fois, il faut nommer tous les individus dont on parle quand on parle des élections. Donc on ne peut pas dire les Français, il faut dire Padu, plus Chris, plus Zoé, plus Mulch, plus tous les streamers un par un, tu vois. Enfin bon, voilà, tu fais des énumérations d'individualités qui elles-mêmes ne recouvrent pas le réel, voilà. Donc ces sophismes-là, c'est assez bas, c'est assez médiocre. Et en plus, Mulch, il a un peu de mauvaise foi, parce que moi, je l'ai écouté un peu de temps en temps, il sait dire ce que c'est, justement, sortir la propriété lucrative, voilà. Donc, il sait très bien, au fond de lui, ce que ça veut dire, la réappropriation. Alors lui, tu vois, il est pour le marché et puis les petites coopératives. Il est dans le fétichisme de la marchandise. Il est encore dans un rapport très capitaliste au monde, très mercantile. On va y revenir, ouais. Voilà, mais il sait très bien ce que c'est, au final, de sortir de la propriété privée. Moi, ma take, c'est qu'il préfère les chapeaux melons aux chapkas. Mais ouais, c'est take personnelle. D'accord. Je veux dire, de la sortie de la monnaie, La sortie de la monnaie! Oh non. Donc le communisme, pour eux, c'est littéralement, on abolit l'argent, on abolit la monnaie. Pourquoi on voudrait ça? Avant, c'était des coquillages, c'était du... Regarde la vision qu'il a. Il a vraiment la vision, c'est du mythe capitaliste de les gens. Déjà, les gens ont toujours eu un travail spécialisé avec des productions différentes entre eux. Bon, on prend un truc, tu vois. Ce qui est évidemment absolument faux. Hein. Et du coup, ils ont besoin de s'échanger leur production spécialisée. Enfin, vraiment, moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre un bourgeois du 18e siècle ou du 19e siècle, tu sais, qui essaie de se faire un mythe sur comment est-ce que le capitalisme peut être naturel, tu vois. C'est vraiment ça, tu sais, la pensée, même des mecs comme Adam Smith et tout ça, tu vois, genre d'essayer de se dire, ah, en fait, de tout temps, ça a été comme ça dans d'autres formes, tu vois. Il y a eu d'autres formes d'échanges et tout, mais il y a toujours eu, justement, ce dont tu parlais, le fétichisme de la marchandise, il y a toujours eu la forme valeur, et donc du coup, c'est inhérent à la nature humaine de s'échanger des choses, et donc on a besoin de monnaie. Bon, on va le laisser finir, et puis on va vraiment pouvoir parler de la monnaie, parce que c'est une question intéressante, et les gens comprennent pas forcément ce que c'est la sortie de la monnaie. On va passer justement par comprendre pourquoi elle a été inventée, pourquoi c'est un fait historique, qui a un début et qui a une fin. Pourquoi on voudrait ça? Avant, c'était des coquillages, c'était du sel et tout, pour avoir juste un
un objet tiers pour faire correspondre deux objets que tu veux échanger. Parce que les humains vont travailler, vont produire des choses et veulent les échanger avec d'autres personnes. Genre, moi, je produis des chaussures, toi, tu produis des bananes, et bah, on va pas juste faire du troc, en fait. L'imaginaire de la division du travail de zinzin. Genre, il y a des sociétés, il y a 10 000 ans où des mecs produisent que des bananes et l'autre que des chaussures. C'est un truc de ouf. C'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment le fétichisme de la marchandise, parce que c'est vraiment pas du tout comme ça que l'économie et la monnaie est née. Ils s'imaginent à leur échelle individuelle des processus qui sont collectifs, quoi. Voilà, qui sont des rapports sociaux fondamentaux et de la division du travail. Donc ils s'imaginent, ah, moi je fais des bananes tout seul. Genre, c'est marrant, c'est qu'ils disent, moi je fais des bananes et donc je te les échange. Mais c'est pas comme ça que c'est né en fait, la monnaie. Mais on va en discuter. On va utiliser un troisième truc intermédiaire auquel chaque truc va correspondre. Comme ça, on peut juste s'échanger ce truc intermédiaire. C'est pourquoi ce serait une bonne idée d'abolir la monnaie. Et répondre littéralement à ce que tu dis dans certaines vidéos, c'est juste hyper décousu. Non, mais les gens, une fois quelqu'un a essayé de m'envoyer une vidéo, ils ont dit Mulch, en fait, regarde cette vidéo de Pas du Team. Dedans, ils expliquent tout en détail dans le communisme, pourquoi c'est bien, comment ça marche et tout. Ouais, on a fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller les voir et tout, sur ce que sera le communisme. Franchement, je suis vraiment gentil de pas faire un react à cette vidéo en stream. J'attends qu'il fasse une meilleure vidéo, en fait, sur le truc, parce que sinon, ça va juste être... J'essaie de plus faire du contenu comme je pouvais faire avant, vous voyez ce que je veux dire? Mais si Vas-y, on peut revenir peut-être sur cette histoire de monnaie. Ouais, il est mignon. Alors, comment c'est la monnaie, là, il s'explique avec ses coquillages, etc. En fait, la monnaie, elle apparaît... ce qui est intéressant, c'est qu'il faut lire... on en a parlé plusieurs de Warren Mosler sur la MMT. Les gens de la MMT aussi ont essayé de faire une essence de l'État et de la monnaie. Et ils le voient justement comme l'apparition, justement, en même temps que les États souverains, voilà, la monnaie, et les premières nations qui commencent, les premiers empires, les premières organisations humaines qui commencent à mettre en place de la monnaie. C'est pour deux choses. Un, comme il le dit, la nécessité de maintenir de la valeur dans un échange. Quand tu troques, il y a deux effets. Moi, j'ai des fraises, chez toi, tu as des framboises. Ce serait cool si tous les deux, on avait et des fraises et des framboises, tu vois. Donc, tu me donnes un peu de framboises, je te donne des fraises. Bon, voilà. Ça, c'est de l'échange de la pure valeur d'usage. Et à la fin, c'est pour manger des fraises. Et la valeur, en fait, dans cet échange-là, n'existe jamais. Elle n'apparaît jamais. C'est simplement de pouvoir avoir un accès, etc. Qu'est-ce que va servir la monnaie? C'est de maintenir de la valeur entre deux actes d'échange. C'est-à-dire de pouvoir garder un capital, garder de la valeur. J'ai des choses qui valent des choses chez moi, tu as des choses qui valent chez toi, on va s'en échanger avec de la monnaie, etc. Mais entre les deux, je vais garder de la monnaie. Déjà, ça sous-entend d'avoir des séparations des propriétés individuelles, de logements, de terres. Exactement. Et tout. Donc déjà, c'est quand même assez moderne, tu vois. Exactement. Et ça va être ce qu'on appelle un effet de convention. C'est-à-dire, ça va permettre quoi? Ça va permettre de se dire, bah attends, moi, je vais aller acheter à Padoue des framboises à l'autre bout de la France. Je le connais pas, et c'est là où on voit comment la monnaie est née. C'est-à-dire quand on a commencé à avoir des échanges très lointains avec des partenaires d'échange qu'on connaissait pas, dont on ne connaît pas la fiabilité. La monnaie, c'est-à-dire soit le coquillage au départ. Alors c'était pas des coquillages au départ, ça a été d'abord dérivé des bijoux, parce qu'en fait comme les bijoux sont de la pure orfèvrerie, en fait on commençait à s'échanger de la pure orfèvrerie, enfin tu vois, de la pure chose décorative, parce qu'en fait c'est des choses qui n'ont pas d'usage en eux-mêmes, tu vois, c'est pas comme bouffer un truc ou tu vois. Puis c'est comme ça que les pièces ont été inventées et tout. Donc on s'échange des choses, on a quelque chose qui fait que, ben effectivement, si moi je viens t'acheter quelque chose, je te connais pas, je connais pas ton truc, mais par contre tu m'affiches ça, j'estime que c'est ok pour te payer 2 pièces d'or ou 2 pièces de cuivre ou 2 pièces de bronze. Non seulement toi, bah, tu as la marchandise en échange, tu t'es séparé de valeur d'échange, mais tu as une valeur d'usage. Et lui, bah, il est sûr de pouvoir récupérer l'équivalent en une autre marchandise de valeur de... Voilà, il est sûr de ne pas s'être fait déposséder de valeur. Et c'est ça en fait. Et donc, cette convention de la monnaie sert, quand on commence à s'étendre, à permettre aux gens de maintenir leur capacité d'accès à la production de valeur, etc., sans devoir à chaque fois tout troquer ou acheter. Donc ça, c'est vraiment très important de montrer que c'est une convention. Et cette convention, elle a de sens, et ça, c'est très intéressant, que dans un espace de pénurie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi tu veux maintenir de la valeur et il te faut des conventions attachées à un objet tiers, la valeur d'échange de la monnaie. Et parce que le risque, c'est de te déposséder de quelque chose sans avoir quelque chose en échange. C'est-à-dire de dire, moi j'avais l'équivalent de 200, je l'ai donné à quelqu'un et je le récupérerai jamais. Et peut-être que si j'avais pas eu ces 200 en pièces ou en monnaie en échange, bah peut-être que je vais mourir de faim parce que je pourrais pas acheter et donc j'ai perdu de la valeur. Voilà. Et donc, ces deux espaces, c'est-à-dire quand on a commencé à avoir des grands empires, de la propriété privée, de la pénurie
pénurie, la sortie du monde, on va dire, extrêmement archaïque de l'humanité, ce qu'on appelle l'âge le plus important, la chasse et la collecte. C'est un monde d'abondance. Donc la sortie de la chasse et de la collecte fait rentrer l'humanité qui se développe, son environnement n'est plus suffisant. Donc il va commencer à le transformer et à faire émerger l'agriculture. Et on sait aujourd'hui que l'intensification de l'agriculture a commencé à créer des surplus, justement, dont on parlait, qui ont pu justement être échangés. Au même moment, on voit l'apparition des premières monnaies, des premiers États. Parce qu'en fait, quand tu as une monnaie, il faut de la régulation. Tout le monde ne peut pas imprimer sa propre monnaie. Cette monnaie étant une convention très importante pour pouvoir échanger les denrées, les surplus, et ne pas se faire voler de la valeur, un des premiers trucs qu'il va faire, c'est contrôler que cette monnaie est intègre. Et que chacun, les premiers faussaires arrivent avec leur première monnaie. Voilà. Et donc, on voit vraiment cette apparition-là. Donc, c'est très intéressant de rappeler pourquoi la monnaie devient si importante. Parce qu'en fait, on va avoir 3 phénomènes: l'accélération de la production humaine, mais encore pénurique, c'est-à-dire il n'y en a pas pour tout le monde. Il y en a du surplus à certains endroits et pas assez à d'autres. La nécessité d'échanger ces surplus ou cette production spécialisée et de ne pas perdre de valeur avec des gens qui ne font plus partie de ta communauté, qui sont extérieurs, et donc tu n'as plus confiance. On a tous ce rapport-là à la confiance. Quand on fait de la valeur, on dit ouais, tu me rendras ça plus tard, je te paye ça, puis tu me rendras... Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc, quand vous n'exigez pas la valeur tout de suite contre un bien ou contre un service, parce que la personne, vous le connaissez, ou tu sais, dans les bars, je te le mets sur ma note. Je crois que tu me dois une pinte d'ailleurs, je crois. Je t'en dois plusieurs. Mais voilà, tu vois, c'est un truc que tu sais qu'à la fin, tu n'auras pas perdu parce que tu pourras l'exiger quand tu veux et que tu l'auras. Voilà. Et ben non, dans des pays ou dans des communautés... Et puis attends, ça demande un certain niveau d'individuation aussi, parce que quand justement, tu vois, entre toi et moi, par exemple, on s'en fout de savoir, tu sais, si... et aussi parce qu'on est dans une forme d'abondance aussi, tu vois, mais on n'est pas là à compter exactement le nombre de trucs parce qu'on considère qu'on n'est pas des individus, tu sais, sur un marché rationnel où, tu vois, on va tout calculer sur de la valeur. Et c'est encore plus le cas, tu sais, dans des familles, tu vois, où justement, les gens, ils sont pas là, bon, à part Dupont de Ligonnès, qui comptait ce que coûtait chaque enfant, tu vois, mais normalement, ils sont pas là à savoir ce qui coûte quoi. C'est le mode normal, mais t'as des gens qui sont même avec leurs amis. Moi, je sais pas comment c'est possible. Moi, on me reproche souvent d'être presque trop généreux, mais il y a des gens avec leurs amis, tu sais, ils disent: ah non, mais moi, j'ai payé il y a 3 semaines la tournée, donc c'est pas à moi de la payer, tu vois. C'est vraiment un truc. Voilà, mais ça, c'est vraiment la peur de se faire. En fait, ça s'est créé par des. C'est un débat un peu de comptoir qu'on fait. C'est créé aussi par souvent, quand t'as un type qui fait un peu le rat. Je trouve que c'est souvent ça. C'est dès que t'as un mec, quand il a les moyens, tu vois, parce que quand il a pas les moyens, t'en fous, tu vois, mais genre, quand t'as un type où tu sais qu'il a les moyens, mais tu vois qu'il profite un peu des autres, qu'il essaie de gratter, tu vois. Moi, j'en connais des gars comme ça, tu sais, qui gagnent plus que toi, mais qui essaient à tout prix de faire payer les autres, tu vois. Ça crée ce truc-là où tu comptes, tu vois. Mais justement, c'est aussi cette dynamique du rapport froid et rationnel, très bien décrit par Marx. C'est quand il dit que un peu la féodalité, les liens chevaleresques, amoureux et tout ont été cassés par la froideur du capitalisme, tu vois. C'est vraiment ça. La quoi. froideur du calcul Égoïste. économique. C'est ça, t'es avec tes potes, t'es là, et le mec il te dit: ah, mais ma bière a coûté plus cher que la tienne, ou moins cher que la tienne, t'es là, frérot, qu'est-ce qu'on en a à faire, tu vois, genre. C'est ça. Voilà, donc on fait tout un tas de trucs justement pour montrer comment la monnaie apparaît, comment elle devient un outil central dans l'humanité, c'est-à-dire dans une humanité qui ne peut plus se servir simplement de l'environnement pour reproduire ses conditions matérielles, c'est-à-dire produit elle-même ses ressources de manière un peu archaïque, les distribue sur un marché, et sur des marchés lointains avec des acteurs économiques qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne peut pas exiger de confiance, et donc elle utilise pour cette convention de confiance une valeur d'échange, d'abord un objet, puis aujourd'hui elle a totalement disparu, une valeur, aujourd'hui c'est que ce qu'on appelle du scriptural, en fait, la monnaie que vous échangez, elle n'existe pas fondamentalement, vous avez 10 000 euros sur votre compte, 1 000 euros, 100 euros, vous n'avez pas l'équivalent de un même nombre de pièces, un même nombre, voilà, c'est simplement des lignes de compte, c'est simplement des écritures, voilà. Ça a commencé au Moyen-Âge, même bien avant, mais voilà, ça s'est vraiment étendu au Moyen-Âge. Et donc, voilà, cette valeur d'échange, elle est fondamentale. Juste, c'est trop drôle parce que, justement, dans les commentaires, là, t'as des gens qui disaient: non, mais il parle des monnaies, tu surinterprètes, il ne parle pas de la monnaie au sens boursier, il parle de la monnaie au sens boursier, pas comme outil d'échange, alors que justement, on parle de la monnaie comme outil d'échange, tu vois. Nous, quand on parle d'abolition de la monnaie. Bon, désolé de te couper tout le temps avec des trucs qui sont un peu à côté, mais c'est vrai que c'est important à comprendre. Nous, quand on parle là de la naissance de la monnaie, on parle pas de la monnaie au sens boursier, on parle comme outil d'échange. Et quand on parle de l'abolition de la monnaie, on parle justement de l'abolition de la nécessité même de l'échange, tu vois, pour vivre. Et de la nécessité même de la médiatisation par la valeur. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à quelque chose avec, entre-temps,
une valeur abstraite. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, du temps, un service, etc. Puis je vais devoir passer par de la valeur abstraite pour être sûr que ce que je vais avoir en échange vaut bien ce dont je me suis débarrassé. Tu vois, l'idée même de ne pas manquer. C'est le centre de la pénurie. Ça n'a aucun intérêt d'avoir de la monnaie quand il n'y a pas de pénurie. Par exemple, si t'imagines, on reprend la truc de l'échange pur, pourquoi à un moment donné on veut une valeur d'échange? Parce que tout le monde n'a pas tout. Voilà. Et ça, c'est la pénurie. T'imagines demain, tu dis... ben, la monnaie, c'est des framboises. Et ben toi, t'as plein de framboises dans ton jardin. Bah moi, je peux rien t'acheter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, ouais, je pourrais avoir ta guitare, pas due, je te donne 100 framboises. Non, ça ne m'intéresse pas parce que des framboises, ça pousse tout de suite chez moi. Tu vois? C'est justement parce que t'as tout et puis du coup, t'es sans pénurie et bah, cette valeur-là ne peut pas faire abstraction. Voilà. Donc, il faut pénurie, il faut un manque de confiance, il faut un cercle étendu, il faut de la division du travail. Voilà, c'est toute la dynamique sortie de l'âge de fer et l'âge des premiers États. Voilà, comme je vous ai dit, il y a des choses intéressantes à lire là-dessus. Voilà donc où C'est on peut-être en le est. C'est problème pour ça de que Mulch d'ailleurs, l'abondance, parce qu'il est contre le fait de lire des trucs. Tu sais, avec Mulch, faut pas citer de bouquins, faut pas citer d'auteurs, faut pas dire des mots, parce que les mots sont pas assez précis. bah oui, Mulch, c'est un petit démiurge. Il invente tout dans sa propre, à partir de lui-même, quoi. Mais donc voilà, donc pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, on va comprendre justement pourquoi le communisme, c'est justement l'abolition de toutes ces conditions-là. Pénurie, manque de confiance entre les agents sociaux. Voilà, c'est-à-dire sortie de la pénurie, l'abondance, et sortie de l'éparpillement des communautés ou des individus, la socialisation. Et ce que montre Marx et ce que montrent les marxistes, c'est que le capitalisme, là, permet justement dans sa dynamique une mise en relation de tous les individus, ce qu'on appelle la socialisation, et par son développement des forces productives, les conditions concrètes de produire de l'abondance. Et donc cette sortie de la pénurie et de la non-confiance entre les acteurs économiques, c'est-à-dire qui étaient avant régulés par le marché, va permettre de sortir, d'avoir un outil de la monnaie qui n'aura plus aucun sens. Mais vous allez le voir, en fait, c'est très concret. Il y a aujourd'hui des choses qui sont sorti même de la valeur et de la monnaie. Je vais prendre par exemple une chose simple, l'eau potable. En France, l'eau potable est sortie même, pas simplement du marché dont on parlait tout à l'heure, tu sais, ou de la propriété privée, c'est quelque chose d'abondant, quasiment. Elle est quasiment gratuite. Prenons un individu qui boit, je sais pas, c'est quoi, tes médecins, 2 litres qu'il faut boire par jour? 5 à 2 litres, peut-être 5 par jour. Quoi. Ouais. Ouais, voilà, 2 litres, donc il y a 365 jours dans l'année, ça fait 730 litres à boire par an. Voilà. Un mètre cube d'eau, ça vaut 3 euros, 4 euros. Enfin, je veux dire, c'est 4 euros pour boire toute l'année. C'est quasiment gratuit aujourd'hui. C'est moins que ça. Donc 4 euros, 700, ouais, vous avez un tiers. Ouais, vous avez pour 2 euros 60 pour pouvoir boire toute l'année. Bon, c'est quelque chose qui est devenu abondant. C'est-à-dire où même la valeur n'existe pas. C'est gratuit. Et pourtant, si on l'analyse sur le plan rationnel, ça demande énormément de travaux de valeur pour pouvoir le faire. Il faut creuser des sources, les acheminer, poser des tuyaux, etc. Mais l'humanité occidentale et française s'est organisée pour que cette ressource-là soit quasiment gratuite. Si demain on faisait c'est une proposition de la France Insoumise, les premiers mètres cubes d'eau gratuits, allez, admettons les 3-4, je veux dire, demain, il y aurait un manque à gagner de quelques centaines de millions d'euros dans les régies d'eau. Le monde tournerait pareil. Pourquoi elle est abondante, cette eau? Bah, regarde ce qui se passe. T'as plus besoin de passer par le mécanisme de l'achat. L'eau Nestlé, Vittel, etc., qui, elle, n'est pas abondante, est une denrée, vaut un coût, elle, t'es obligé de passer par un acte médiatisé par de la valeur quand tu vas au supermarché. Un acte abondant, tu te sers directement, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as un robinet chez toi, tu tournes, et c'est gratuit, ça coule jusqu'à ce que tu en sois rassasié. Et bien ça, ce qui fait d'ailleurs que personne en stocke. Personne en stocke. Parce que ça n'a aucun intérêt à revendre 20 litres d'eau à ton voisin. C'est que c'est du robinet. C'est que quelqu'un dirait dire, mais attends, ça t'intéresse 20 litres d'eau du robinet? Je te la fais à 7 euros. Mais non, parce que j'ai un robinet chez moi. J'ai juste à l'ouvrir et du coup je bois, tu vois. Et donc on a rendu une ressource abondante et donc de fait gratuite et dont l'idée même d'un acte d'achat, de médiatiser l'eau du robinet par de la valeur est secondaire. Je te dis, les gens vont dire oui mais la facture d'eau. Non, en vrai franchement, si vous regardez, c'est symbolique. Demain on fait les premiers mètres cubes d'eau gratuits, ça ne changera rien à votre vie, à l'État, à quoi que ce soit, ça ne changera rien. C'est 30 balles par an, hein, tu vois, enfin c'est rien du tout. Bah, tant mieux hein, pour des gens qui ont très peu, mais voilà, ce sera 30 euros par an, c'est vraiment rien du tout, tu vois. Et c'est marrant juste parce qu'on comprend du coup pourquoi les capitalistes détruisent la marchandise, pour la rendre rare. Parce que tu sais, si t'as, je sais pas, la bouffe, les vêtements et tout,
Ça aurait qu'un intérêt que ce soit surabondant, que tout le monde puisse se servir et tout pour eux. Et donc, du coup, quand ils peuvent pas vendre, ils préfèrent détruire le truc plutôt que de le rendre abondant, de faire baisser les coûts. C'est ce qui est évident, tu vois, mais qui montre bien que l'abondance, en fait, est une dynamique de sortie du marché des choses. Parce qu'il n'y a Et- plus de l'intérêt à échanger des choses abondantes. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas quand on dit abolir la monnaie. Si on veut résumer un peu ce que tu as dit, la monnaie est un outil de gestion d'une pénurie. Et dans une Ouais. société sans pénurie, tu n'as pas besoin de monnaie parce que tu n'as pas besoin d'échanger des choses pour vivre. C'est-à-dire que chaque être humain qui naît, en tant qu'être humain, en tant que qualité d'être humain, dans une société communiste, il a le droit à des soins, il a le droit à de la nourriture, il a le droit à de l'eau, il a le droit à l'électricité, il a le droit à tout ça. Et donc tout ça sort d'un marché. Il n'y a pas besoin de monnaie pour répartir des choses qui seraient abondantes parce que de toute façon, il y en aura pour tout le monde. Comme il y en a pour tout le monde, on s'en fout de les mettre à prix. Les gens vont se Ça n'a servir aucun directement. Et donc personne ne va les stocker. Et personne, parce que les gens se disent, ah oui, mais les gens vont abuser. Personne ne va stocker de l'électricité si l'électricité est abondante pour tout le monde. Personne ne va stocker de l'eau, personne ne va stocker des denrées et tout ça. Et après, se pose la question des biens qui sont spécifiquement rares. Moi, je parle toujours du vin, tu vois, il y a des vins qui seront toujours rares. Et l'idée, c'est de se dire, une fois que les 99% de la consommation des gens, c'est-à-dire ce qui permet de reproduire sa vie, je sais pas, les vêtements, tous les produits de bouffe de base, la plupart des trucs qu'on bouffe, c'est toujours un peu les mêmes trucs, hein, je sais pas, c'est des légumes de base, de la farine, des pâtes, du riz, des chips, je sais pas, de la viande, des choses comme ça, enfin tous les trucs de base sont produits. Et si il y a un truc rare, je sais pas, du vin qui est rare ou du caviar ou je sais pas trop quoi, un produit qui est spécifiquement rare parce qu'en fait les conditions de production ne permettent pas qu'il soit abondant, on n'a pas forcément besoin de le répartir selon de l'argent, mais on peut le répartir par plein de choses. Il y a déjà des moyens de répartir des biens qui sont pas mis sur un marché en France. Par exemple, tu vois, moi dans l'unité hospitalière où je travaille en pédopsychiatrie, on a trop de demandes, tu vois. Il y a plus de demandes que ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on répartit ? On répartit à l'urgence, c'est-à-dire il y a des situations qui sont plus urgentes que d'autres. Il y en a qu'on va pas voir, ou au moins qui ne verront pas un médecin, mais qui verront une infirmière ou un infirmier, par exemple, parce qu'on considère qu'elle n'est pas urgente et qu'il vaut mieux voir le gamin qui a des gros troubles du langage et qui n'arrive pas du tout à suivre en classe, plutôt que l'enfant qui fait un peu pipi au lit un jour sur deux, par exemple, tu vois, parce qu'on se dit que ça va plus impacter sa vie. Donc ça, c'est un moyen de répartition donc, de quelque chose qui est spécifiquement rare. Encore sous le communisme, j'imagine qu'on arrivera à fournir assez de soins pour pas que ça devienne rare. Et après, on peut faire aussi premier arrivé, premier servi. Il y a deux trucs qui sont à peu près aussi urgents. Le mec qui a appelé en premier, il peut être le premier à avoir le rendez-vous, par exemple. Pour les places de concert, on sait très bien comment ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait avec un espèce de robot qui te répartit dans une file d'attente. Je dis pas que c'est parfait, mais il y a plein de modes de répartition de biens qui sont rares en soi, autre que l'argent. Et tu m'avais dit ça une fois, c'était assez intelligent. Tu m'avais dit, en plus de ça, dans le capitalisme, au lieu de dire, voilà, c'est rare, donc on de dire, c'est objectivement rare, on dit, c'est subjectivement rare, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent, c'est pas rare pour eux. Et c'est vrai qu'un mec comme Bernard Arnault, tu vois, moi j'adore le vin, je pense qu'il aime moins le vin que moi et qu'il s'y connaît moins que moi en vin, mais lui, il peut boire de la Romanée Conti tous les jours, et moi, jamais je toucherai une bouteille de ma vie, tu vois, parce que ça coûte, je sais pas, 10 000 balles. Pour lui, c'est pas rare. Pour Bernard Arnault, subjectivement, la Romanée Conti n'est pas un vin rare. C'est quelque chose qu'il peut consommer assez facilement parce qu'il a l'argent pour. Ce qu'il faut, c'est que dans le communisme, c'est de dire, c'est objectivement rare. Comme c'est objectivement rare, la répartition, elle va se faire. Déjà, personne n'aura une bouteille. Personne n'aura une bouteille parce qu'on les ouvrira que dans des restaurants où tout le monde aura un verre, par exemple. Comme ça, on répartit le mieux possible. Et comme ça, il n'y a pas des gens aussi qui les stockent n'importe comment, on les stocke bien. C'est d'abord, je sais pas, des sommeliers qui s'y connaissent, qui vont faire des accords intéressants avec, qui les auront. Enfin voilà, on peut faire une répartition objective en disant c'est rare, donc c'est rare. Et les gens qui en profiteront seront les gens qui seront les plus intéressés plutôt que de dire ce seront les gens qui auront le plus d'argent, quoi. Et donc, dans le communisme, tu n'as pas besoin d'argent du tout. Les biens de première nécessité, les gens se servent, et les biens qui sont rares, on les répartit selon un mode de répartition objectif qu'on a choisi démocratiquement pour que tout le monde soit content, quoi. Moi, il y a des biens rares dont j'ai rien à secouer, et aujourd'hui, peut-être que si je devenais milliardaire, je pourrais les acheter, je pourrais spéculer dessus, je sais pas, des toiles par exemple, alors j'en ai rien à secouer. C'est pas normal que ce soit possible qu'un milliardaire les achète. C'est plus logique que ce soit par exemple dans un musée où tout le monde peut en profiter, ou que ce soit dans des endroits démocratiquement choisis, on va dire. Tu as dit un truc qui est le fond de la chose. Comme la pénurie est objective dans les modes capitalistes et les modes pré-capitalistes, voilà, on a objectivé la valeur en la monnayant, disant les choses ont un prix et on peut le convertir avec une marchandise de la monnaie, voilà, et qui est ensuite une pure abstraction, la valeur d'échange, la forme valeur, quoi. Et ça, c'est l'objectivation de la valeur va permettre de subjectiver la rareté. Ça veut dire que, en fait, plus vous avez de valeur, vous, d'échange, plus, en fait, ce qui est rare ou non rare est subjectif. Et pour Bernard Arnault, rien n'est rare. Il peut tout avoir parce qu'il a objectivement beaucoup de valeur. Voilà, accumulé beaucoup de valeur. Le communisme, c'est l'inverse. Il va falloir objectiver la rareté. Je rappelle, donc le mode pénurique objective la valeur et donc subjective la rareté. Le communisme, c'est l'inverse. On va objectiver la rareté
On va dire, bah ça, il y a 500 bouteilles, voilà. Donc, on va subjectiver la valeur. On va dire, bah oui, ceux qui seront le plus intéressés, ceux qui seront les premiers à vouloir en avoir, ceux qui même vont participer à sa fabrication, etc., vont mettre plus de subjectivité dans telle ou telle ressource rare et donc devront en avoir en premier. Et en vrai, dans l'humanisme, on le fait déjà, hein, moi, quand toi qui aimes le Mais foot. Quand on envoie bien des sûr. enfants avec des cancers aller voir un match de foot, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire, objectivement, c'est logique que ces enfants, plutôt qu'un autre enfant qui a pas de cancer, plutôt que toi ou moi, tu vois, bah, qu'ils soient à côté du joueur de foot, tu vois, enfin, c'est quelque chose que humainement on fait déjà, tu vois, de se dire, il y a des répartitions autres que juste de l'argent, il y a des répartitions qui sont humainement plus logiques, en fait. Et heureusement, imagine, tu parlais des places de concert de, je sais pas, qui s'arrachent, je sais pas, Taylor Swift par exemple, ça, c'est, je sais pas, peut-être la chanteuse la plus célèbre du monde aujourd'hui. Bon, bah, je sais pas, quand t'as fait un concert, ça part en 10 secondes, tu vois. Heureusement que c'est pas aux enchères les places. Enfin, je veux dire, si tu voulais vraiment le faire vraiment sur le mode du marché, tu dirais, bah en fait, ouais, voilà, il y a 80 000 places au Stade de France, il y a Taylor Swift qui vient, ben, on va le faire sous le plan de la marchandise et sur le plan de la forme valeur, c'est ceux qui mettent le plus qu'on déplace. Bon, bah voilà, Bernard Arnault, il a acheté les 80 000 places, il a invité ses potes, tu vois, voilà, parce qu'il a les moyens d'acheter les 80 000 places plus cher que tout le monde. Bah non, heureusement que non. On va subjectiver ça en disant, bah ok, il y aura que 80 000 places, donc va falloir poser un RTT, être devant son navigateur, rafraîchir. On a subjectivé, c'est-à-dire le fait que quelqu'un obtienne la place, c'est pas le gars le plus riche du monde, pourtant c'est très rare et c'est très demandé, bah, c'est le gars qui a mis le plus, ou la personne ou la fille qui a mis le plus d'investissement personnel, plus de subjectivité dans obtenir cette chose-là. C'est beaucoup plus égalitaire que de dire, voilà, et heureusement le monde tourne comme ça. Et c'est là C'est où ça qu'ils s'en on rendent pas remet- compte parce que rien que dans le soin, tu vois, la sécurité sociale, c'est un bon exemple, c'est déjà le cas, tu vois, en Bien France. sûr. Genre, Bien sûr. c'est déjà pas au plus offrant pour avoir un rendez-vous de radiologie, tu vois. Heureusement, tu vois. Alors, il y en a qui aimeraient bien ça, hein. D'ailleurs, on en parle souvent avec Zoé, mais voilà, on va rester confraternel sur cette vidéo. Mais aujourd'hui, Je suis un spécialiste secteur 1, secteur 2, tout ça maintenant. Tu peux. non, mais t'imagines, nous en France, et c'est pas beaucoup le cas dans beaucoup de pays du monde, on ne pense jamais à se dire ah, il faut que je mette de la valeur de côté pour un jour pouvoir me payer des soins si j'ai un accident de voiture, tu vois. Personne ne se dit ça, tu vois. Heureusement, parce que la réalité, c'est que il y a eu des gens qui sont morts pour ça, qui ont résisté, qui étaient communistes et qui ont mis en place un système de réappropriation des moyens de production de santé et de sortie de la monnaie dans le domaine de la santé, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Alors oui, évidemment, avec la tarification à l'acte, il y a des dynamiques capitalistes qui ont été remises en place a posteriori, mais ça tient toujours quand même un petit peu. Ben, complètement. Et c'est là où c'est intéressant qu'ils ne comprennent pas ça, parce qu'en fait, on n'a jamais été dans un monde, sauf peut-être au monde primitif, quoi, tu vois, où en fait, on a autant démarchandisé des choses et autant on a créé de l'abondance. J'ai parlé de l'eau, je parlais de la santé, c'est exactement ça. La santé, la carte vitale, ce n'est pas un échange marchand. Quand vous présentez votre carte vitale, qu'est-ce que vous faites? Vous présentez le degré de confiance pour qu'on vous donne des médicaments gratuitement. Vous ne faites pas un acte d'achat. Vous n'utilisez pas la forme valeur pour accéder à une ressource. Eh bien, ce qu'on vient de dire sur l'abondance de l'eau, produire de l'eau en abondance pour qu'elle soit gratuite, pour qu'on sorte de l'acte d'achat pour y accéder, juste en tournant le robinet, mettre en place ce qu'on vient de dire avec la Sécu, c'est-à-dire faire en sorte de considérer que cette confiance-là ne passe plus par détenir de la monnaie, mais par simplement être citoyen ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est le communisme, tout ça, c'est sous vos yeux. Il y a tout un tas de choses auxquelles vous accédez sans jamais faire acte ni d'achat, c'est-à-dire de mettre un tiers forme valeur, et donc demain, tout est faisable à ce niveau-là. Et c'est là où c'est intéressant, le capitalisme aujourd'hui a intégré quasiment, et surtout dans des pays avancés comme la France, a intégré tout le monde avec ses réseaux de distribution, avec l'électronique, avec l'échange informationnel. Là, moi, on pourra parler un peu plus technique, mais aujourd'hui, par exemple, tout un cycle de production d'un paquet de chips nécessite aucun échange de monnaie. Aujourd'hui, de l'huile, de la pomme de terre à acheminer sur la machine, du papier, des personnels, etc., il n'y a dans les acteurs économiques aucun échange de monnaie. C'est des paiements à 60, à 30 jours, à 90 jours aux États-Unis. Tout ça se fait via des échanges électroniques, des points électroniques qui disent bah, machin a bien livré, j'ai fait une commande, machin a bien livré, ok. Et c'est ce réseau de confiance-là, cette intégration totale, fait que les acteurs économiques s'échangent des ressources sans jamais échanger de l'argent, c'est-à-dire pas exactement comme vous, les individus. Et c'est ça aussi la méprise de Muche, c'est que toi, tu as un rapport à l'accès à la marchandise, comme moi, comme n'importe quel individu, où on te demande
d'abord de l'argent avant de pouvoir avoir l'accès à la marchandise. On te dit, bah ok, c'est bien, t'as mis des trucs dans ton chariot, pas du là. Mais si tu payes pas, tu repars pas avec dans ta voiture, tu vois. Mais ça n'existe plus dans le monde productif. Les gens font les choses, se transmettent les choses, les transforment, Oui, les parce mettent qu'ils sur ont le marché. confiance dans le fait que chacun va pouvoir payer et donc qu'il y a abondance en réalité, tu vois. Parce qu'ils sont totalement intégrés, comme tu dis. Parce que c'est des acteurs de confiance qui sont reliés, je te dis, par tout un tas de choses qui font que finalement, en fait, la monnaie ne sert plus qu'à une chose. Et ça, c'est très intéressant. On a dit que la monnaie a été inventée pour la confiance, mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose fabuleuse dans l'humanité, et c'est ça la dialectique, c'est que cette monnaie-là, le fait d'être abstraite, eh ben, elle avait une qualité que aucune autre marchandise utilisable concrète n'a, c'est qu'elle est accumulable à l'infini. Ça veut dire que potentiellement, tu peux l'accumuler à l'infini et donc être propriétaire de tout. Ce qui n'a aucun intérêt pour aucune autre marchandise. J'ai 1000 piscines. Bah, c'est nul d'avoir 1000 piscines, tu vois. Je veux dire, vaut mieux avoir l'équivalent en argent de 1000 piscines. Parce que 1000 piscines, tu te dis, bah, que tu te baignes dans une piscine ou tu baignes dans 2 piscines, à la fin, tu es dans de l'eau et tu nages. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'invention de la monnaie, qui est d'abord un moyen, comme on l'a dit, d'échange, etc., a permis le capitalisme, et donc une accélération des développements productifs parce que, justement, ça a été une forme de ressources, d'abstraction, la forme valeur qu'on pouvait accumuler à l'infini et s'imaginer tout posséder. Voilà. Et bien ça, il faut en sortir de cette accumulation à l'infini parce que là, d'abord forme d'échange, forme de voilà, ensuite forme d'accélération du cycle économique, elle devient une vraie entrave, comme dirait Marx. Tout est accumulé à un endroit et on recrée de la pénurie et c'est la chose dans laquelle on est en train de rentrer. Juste quand tu parles de tes producteurs de chips qui sont intégrés et qui se payent toutes les 30, 60, 90 jours selon les pays et tout, parce que le livreur de pommes de terre, il sait qu'il sera payé, Super U, il sait qu'il peut payer, enfin tout le monde sait que chacun peut payer, donc en fait chacun se demande rien et clôt les comptes tous les 90 jours. Il y a juste à se dire, en fait, si au lieu de tous les 90 jours se payer pour pouvoir payer les employés et que les employés puissent consommer, si en fait ils se payaient pas et que les employés pouvaient directement aller consommer et prendre un paquet de chips au Super U et puis prendre une brosse à dents et je sais pas quoi, en fait, il y aurait pas du tout besoin d'argent parce que les brosses à dents, les chips, l'huile, tout ça, c'est abondant en réalité, tu vois. Et c'est pour ça aussi que le niveau de développement des forces productives est central dans le communisme, c'est que dans une société où tout est rationné et rien n'est abondant, c'est très compliqué en réalité d'avoir un système de confiance sans avoir une réapparition d'un marché noir. Ce qui a été le problème d'ailleurs dans certains pays communistes, tu vois, dans certains pays qui ont voulu mettre en place le socialisme réel. Ça a été aussi du fait en partie des offensives impérialistes. Moi, je pense par exemple aux embargos à Cuba. Ça provoque du coup des pénuries et les pénuries ont tendance à provoquer la réémergence d'un outil de gestion de la pénurie qui est le marché noir. Et les gens pensent que c'est parce que le communisme ça marche pas. Non, c'est parce que le communisme en cas de pénurie, c'est très compliqué, tu vois. Dans des pays comme les nôtres et avec un niveau de développement des forces productives comme les nôtres, il y a tout à fait la possibilité d'aboutir au communisme, tu vois. Paradoxalement, en fait, les expériences communistes ont été faites trop tôt. Si tu veux, aujourd'hui, il n'y avait pas assez, comme on disait, d'intégration capitaliste, de marché, d'acteurs, etc., de systèmes électroniques. Finalement, si tu prends la société de 1917, c'est encore une société extrêmement archaïque, où les acteurs sont encore disséminés, où le marché, c'est pour ça qu'il y a la NEP, etc., a fait encore office de régulateur et de coordinateur de tout. Pour ceux qui ne savent pas, la NEP, c'est après la révolution russe, Lénine notamment et le parti bolchevique vont réinstaurer du libéralisme, en gros, une forme de marché pour essayer de booster l'économie parce que la planification a du mal à fonctionner, notamment dans des campagnes soviétiques où tu as des gens qui sont encore sur des modes de production féodaux, où il n'y a pas du tout les forces productives, on va dire, pour planifier l'économie. Et donc, ils passent en gros par une phase comme ça de réintroduction de la forme marché où les gens ils sont stimulés par le fait que, comme il n'y a pas assez à bouffer, en gros, moi je vais produire, je vais pouvoir stocker de la valeur, tu vois. Enfin, ce qui se passe dans les économies, on va dire, pré-capitalistes, quoi. Et les denrées deviennent de la valeur. La valeur rare devient une denrée, voilà, comme tu l'as dit. C'est comme on a vu un marché noir sous l'occupation. Mais reprenons l'exemple de l'eau du robinet. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de se mettre à stocker des bouteilles ou des IBC d'eau du robinet, c'est-à-dire faire tourner son robinet pour stocker des mètres cubes, tu vois. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une question de confiance. Il n'y a aucun acteur qui se dit « on va en manquer ». Mais si demain, tu dis « tous les robinets de France seront empoisonnés, sauf ceux de l'Indre-et-Loire », ah, là, tu vas voir des gens de l'Indre-et-Loire commencer à se mettre à faire tourner leur robinet à fond, remplir des bouteilles et essayer de les vendre. Qu'est-ce que tu auras fait entre les deux? Tu auras créé une pénurie. Voilà, tu auras créé une pénurie. Ce qui s'est passé pendant le Covid quand les gens ils ont stocké du papier cul et tout. Exactement. Voilà. Et là, tu vois l'irrationalité des acteurs économiques qui justement sont séparés du produit, de l'organisation, etc. C'est qu'ils ont l'impression, ça c'est vraiment le fétichisme de la marchandise, les gens ont l'impression que les choses peuvent manquer, vont venir à manquer, et donc de l'extérieur où ils sont, ils doivent en stocker. Enfin, vraiment, ils ne comprennent pas que ce sont des choses qui sont
produites. Voilà. Et en fait, les pénuries ne sont qu'une pénurie d'activité. Je termine là-dessus, mais on a plein d'exemples du monde communiste, comment il est en train de dépasser le marché. Et le capitaliste lui-même, justement, dans sa tendance monopolistique, dans sa tendance à tout intégrer à lui-même, à faire des flux de marchés verticaux ultra intégrés, en fait, les mécanismes qui sont dans les grands consortiums industriels sont des mécanismes qui sont contre le marché, parce que ces mécanismes-là, leur but, in fine, c'est de faire exactement ce qu'essayait de faire le Gosplan en URSS, c'est d'essayer d'anticiper quels sont les besoins des gens, de ne jamais surproduire parce que c'est des coûts, c'est de la dégradation de coûts, de toujours subvenir à la demande, la faire croître si possible, etc. Et donc, ils ont mis en place tout un tas de systèmes de prévision de la demande, de mesure de la demande en temps réel ascendante, c'est-à-dire via les applis, les datas qu'il y a dans les marchés, etc. Et toutes ces potentiels-là de mesure de la consommation du bas vers le haut et non plus du haut vers le bas, permet justement d'avoir un monde beaucoup plus abondant. Et ça doit être récupéré par le communisme. Et c'est déjà en marche. Et vraiment, c'est sous nos yeux. On a du mal à le comprendre. Mais comme tu l'as dit, à la fin, le fait de boucler le cycle de marchandises par de la monnaie ne sert à rien d'autre qu'à l'accumulation des actionnaires et à la paupérisation des travailleurs. C'est vraiment le dernier cycle d'intégration qu'il faut rompre. Et donc, demain, imaginez, vous savez, tourner votre robinet, c'est quasiment gratuit. Et bien, imaginez que demain, en fait, vous avez des robinets pour tout. C'est aller, comme tu l'as dit, chez Super U, chez Carrefour, chez Leclerc, en disant, moi, j'ai besoin de 3 paquets de chips, j'en prends 3. Et c'est pas grave, ça va donner l'information par le stock, par tous les systèmes ERP, etc., à l'usine d'en reproduire 3. Voilà, tout simplement. Je fais un direct à leur vidéo où ils expliquent soi-disant comment marche leur système communiste. Une catastrophe, hein. Tu as une vision libérale de la monnaie. Explique-moi pourquoi ça serait bien, comment ça marche. Même dans son chat, il se fait... Ah oui, il se fait un peu tenser, ouais. Marcherait sans monnaie et pourquoi ça serait bien, pourquoi ça serait mieux. En fait, c'est fou. Le chat, immédiatement avec vos mécanismes de défense. Non, remets pas en question. La proposition, c'est libéral, voilà, hop. Vous foutez l'étiquette libéral. Le chat a raison, c'est libéral. T'as une vision bourgeoise de la monnaie, comme quoi ce serait... Mais t'es pas le seul, même à dire de gauche. C'est un vrai problème chez Lordon, parce que Friot, lui, il croit pas à la... Ouais, chez Friot, mais... Chez Lordon, c'est pire parce qu'il ne croit pas à la valeur au plan marxiste. Par contre, il croit à la valeur comme moyen de coordination. C'est vraiment vouloir revenir à un état de pénurie antique, quoi, pour le coup. Mais voilà, et Mulch, il a cette vision libérale de, les acteurs économiques sont éparpillés. Ça, c'est Hayek, sont éparpillés. On ne pourra jamais savoir ce que sont les besoins des gens, les mesurer. Et donc, le marché, et donc son outil favori, la monnaie, pour pouvoir équilibrer les dépenses de valeur et les maintenir, sont la forme la plus aboutie, définitive de la vie humaine, quoi. Voilà. Mais ce qui est un truc totalement faux. Ah vrai, je pensais que c'était du troll son adhésion à l'après, mais en fait... Parce que l'après est plus à gauche que lui. Ce que je suis en train de dire, il n'y a plus de réflexion, on éteint le cerveau entièrement, et comme ça vous permet de ne pas vous remettre en question. Vous pensez que c'est bien d'abolir la monnaie, mais en fait, vous avez le droit de le penser, c'est cool. Moi, je pense que c'est une idée catastrophique. Si vous voulez que la monnaie soit réellement abolie parce que vous êtes convaincu que ce sera une meilleure société, il y a des étapes en fait avant qu'on y arrive. Une de ces étapes, ça va être de convaincre d'autres personnes que vous. Pour l'instant, vous représentez 0,1% des gens en France. Les gens qui veulent abolir la monnaie, qui pensent que c'est une bonne idée. Donc si c'est marrant, c'est vraiment l'idéaliste, tu sais, genre en fait les idées, les visions du monde sont arbitraires, genre comme si nous on voulait abolir la monnaie parce qu'on s'était levé un matin avec toi, Zoé et moi, en disant ah c'est cool s'il n'y a pas de monnaie, ce serait trop bien, voilà. Mais non, en fait c'est l'état du monde qui nous pousse à penser ça, ce que je viens d'expliquer sur l'intégration, la socialisation, la capacité des monopoles à mesurer la demande, etc. Tout ça, c'est des conditions concrètes qui font que la monnaie ne sert plus à rien. Et Mulch, il pense jamais par rapport à une analyse concrète de la situation concrète, mais toujours par rapport à des petites propositions, tu sais. Il veut faire le programme parfait pour que la gauche soit élue, et en fait, il comprend pas que le programme parfait, c'est pas le programme qui a à un instant T l'adhésion de tout le monde dans un sondage, mais c'est le programme qui correspond à une dynamique en cours qu'on ne peut connaître que si on analyse la structure matérielle de la société et la structure en termes de classe de la société. Mélenchon fait très bien ça. Des fois, il part sur des choses où tout le monde lui dit oui, mais ce que vous dites là, il n'y a que 30% des Français qui sont d'accord. Et puis en fait, il bataille sur des choses parce qu'il a fait l'analyse que c'était ces choses-là qu'il fallait défendre. Et au fur et à mesure, ce qu'il défendait qui était minoritaire devient majoritaire, tu vois. Et ça, tu peux pas le comprendre en fait. Si tu es dans la même pensée que Mulch, tu te dis ah bah non, on va juste faire un programme avec 2-3 idées que tout le monde comprend et que tout le monde aime bien, et puis voilà quoi. Surtout que là, il nous dit... du euphémisme un peu de bas étage, quoi, son truc. Ah oui. Surtout que là, il nous dit, en plus, que c'est une idée catastrophique. On va pas avoir d'argument. Quoi, c'est une idée catastrophique. En fait, le truc, c'est qu'il ne se rend pas compte, c'est que notre monde communiste nous pousse à abolir la monnaie. C'est justement le fait de l'abondance, le fait
qu'on travaille tous en commun, qu'il y ait une confiance totale entre tous les individus de la société, fait que les ressources ne doivent plus passer par ce média qui ne sert qu'à gérer, comme on l'a dit, et des pénuries et des dissymétries d'accès, c'est-à-dire des riches, des pauvres, etc. Parce qu'on oublie de le dire, mais la dissymétrie d'accès aux ressources est faite par la monnaie. Voilà. Quand vous avez 1000 euros, vous avez moins de possibilités dans le magasin que quelqu'un qui en a 5000. Tout ça doit disparaître, parce que tout ça, c'est de la production collective. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Mulch, il trouve ça une idée catastrophique, en fait. Et en fait, moi, je le sais. Il pense que c'est une idée catastrophique parce qu'il a, et là son chat a raison, une vision libérale et bourgeoise et un monde, et sa proposition c'est ça, les petites coopératives, les petites sociétés, les petits individus qui décident de décider par eux-mêmes dans leur petite tête, et ça c'est un truc sur lequel il est très très à cheval. Moi je décide dans ma tête et je convainc les autres, etc., que je suis le meilleur producteur de chaussures. Bah non, en fait je me suis dit, dans le monde communiste, tu décides pas de produire des chaussures tout seul. Si on considère qu'il y a déjà assez de gens qui produisent des chaussures et tout, tu vas pas décider, tu vas aller soit dans l'usine de chaussures et puis tu vas te mettre d'accord avec tes collègues comment vous vous organisez, mais tu décides pas de produire des chaussures sans qu'on t'ait rien demandé, tu vois. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc si déjà je te demande comment ça marcherait, pourquoi ça serait bien, et ta première réaction c'est de dire oulala, t'es un méchant libéral parce que tu m'as posé la question, je veux dire ouais, la viabilité de votre projet, je suis pas sûr quoi. En vrai, non mais la problématique, c'est qu'il aime pas les étiquettes parce qu'il assume pas son étiquette à lui. Je veux dire, oui. il aime pas l'étiquette communiste. Nous, on assume l'étiquette communiste. Lui, il assume pas l'étiquette de penser comme un libéral sur certains sujets. C'est pas très grave. Je veux dire, le libéralisme, c'est pas un gros mot. Enfin. C'est un mercantiliste qui pense qu'il ne veut pas être libéral. Bah si, quand t'es un mercantiliste, t'es forcément libéral. C'est pas grave, faut l'assumer. Pas sûr que vous allez réussir à convaincre des gens. Est-ce que l'abolir, ça reviendrait pas juste à la remplacer par autre chose qui ferait aussi office de monnaie? Bah, ça faut pas le demander à moi, les gens, faut demander aux gens qui proposent ça, j'en sais rien. Non, l'abolir, c'est comme on vous a dit, vous tournez votre robinet, vous avez accès directement, vous n'avez pas dû passer votre carte de crédit, envoyer un PayPal à votre robinet, je sais pas quoi, tu vois. Et c'est ça pour toutes les matières. Bah ouais. Mais imaginez à la pompe à essence, vous vous servez. Au lieu de payer, vous vous servez, vous n'avez pas besoin de passer votre carte, quoi. Parce qu'on considère que, bah voilà, on produit assez d'essence pour que vous soyez libre. Bon, après, l'essence, pour le coup, c'est un des biens qui va devenir rare, mais il faudra que la société ait une production qui s'oriente, par exemple, vers de l'électrique ou vers, je sais pas, du bioéthanol, ou j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu produis pour les besoins de l'humanité, bah, tu produis différemment. L'eau, on pourrait la privatiser, hein, tu vois. Et on en produirait moins, comme tu dis, on en détruirait, on ferait moins d'investissements, mais on a décidé que c'était quand même plutôt un bien commun qui devait rester jusqu'à présent accessible, qu'il l'est de moins en moins, qui est attaqué, voilà. Et donc, effectivement, bah, on fait en sorte que quand il y a une surconsommation d'eau, on s'adapte, quoi. Sur le carburant, alors, tu parles du carburant, mais pas forcément le pétrole, mais demain, tu dis oui, on se sert. Et effectivement, si demain vous dites, il y a une pompe à essence là-bas qui fait l'essence gratuite, du coup, effectivement, vous allez vous ruer dessus, faire des bidons pour pouvoir avoir gratuit, parce que vous savez pas quand est-ce que ça veut s'arrêter. Mais si tu dis demain toutes les pompes deviennent gratuites à l'infini, ça va pas redevenir payant. Bon bah oui, je mets mon plein et voilà. Vous vous amusez pas parce que l'eau est gratuite à la faire couler ou à remplir, comme on a dit, des bouteilles ou à en boire 120 litres par jour au cas où demain il y a une pénurie, quoi. Voilà, vous prenez ce que vous avez besoin. C'est rationnel. C'est beaucoup plus rationnel. Les mécanismes d'abondance. Et ça, souvent, les gens ils disent ouais, mais c'est ça, en fait, ils se rendent pas compte. Ah, mais si on nous donne l'accès gratuit, oui, l'accès gratuit dans un monde où tout le reste marchand, ça va transformer une valeur d'usage en valeur d'échange. Mais si tout le reste est gratuit, ça n'a aucun sens, voilà. Et bah l'eau, c'est ça. Là, elle est totalement gratuite. L'eau du robinet, ça n'a aucun sens de la stocker pour pouvoir l'échanger. De défense, quand ils ont dit que la monnaie devait être abolie, non, c'est pas ça un mécanisme de défense du coup, non. Ne pas être d'accord avec une position politique de quelqu'un, tu peux ne pas être d'accord sans que ça soit un mécanisme de défense, non. Juste pour que tu comprennes, les gens qui m'ont dit ouais, t'es un libéral, Mulch, parce que t'es pas d'accord. Donc en gros, quand les gens lui disent qu'il dit de la merde, c'est un mécanisme de défense, donc il utilise un terme psychologisant. Mais quand lui, il dit de la merde, c'est un désaccord politique, c'est pas un mécanisme de défense. Déjà, c'est ridicule d'utiliser le terme mécanisme de défense. Je veux dire, les gens, ils ont le droit de pas être d'accord avec lui ou arrêter de psychologiser les gens. En plus, des fois, t'as des invectives qui sont, tu vois, ils auraient pu le traiter de gros riche, ou tu vois, j'en sais rien. Mais le fait de le traiter de libéral, c'est vraiment précis, en fait. C'est vraiment, il est mercantiliste, il voit, comment dire, la consommation, la production à l'échelle individuelle. Il a fait l'exemple tout à l'heure, il s'est trahi tout seul. Ouais, moi je fais ci, moi je fais ça, il y a un coquillage entre les deux pour que ce soit équivalent, tu vois. Enfin, vraiment, c'est tout à fait la vision du monde de l'économie individuelle libérale et donc bourgeoise, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a des individus qui ont des ressources méritées, qu'ils échangent sur le marché, et ça, c'est le monde qui tourne bien, ça. Et la main invisible, tu sais. Alors, les libéraux sérieux, les néolibéraux ne croient plus à la main invisible, mais voilà, c'est un vieux truc, quoi. Le marché, c'est super pour réguler, quoi.
Si moi j'avais fait le même type d'argument éclaté que ces gens-là, j'aurais dit pas du ring et donc un totalitaire, autoritaire, staliniste, maoïste, sanguinaire. Tu vois, j'aurais instantanément plaqué une étiquette. C'est pas du tout ce qu'il fait habituellement. Non, c'est pas dans sa miniature. Or, pour le disqualifier d'entrée de jeu, c'est ça la démarche. Bon, les gens. Pourquoi j'essaye d'expliquer? En fait, les gens ne comprennent même pas la distinction entre un bon argument et un mauvais argument. Pourquoi j'essaye d'expliquer? Alors, moi, je le sais, hein. Le bon argument, c'est quand Mulch dit un truc, et le mauvais argument, c'est quand quelqu'un d'autre qui est contre Mulch dit un truc. C'est à peu près ça, hein. Il est macroniste un peu, c'est marrant. Tu sais, il dit quand les gens comprennent pas, c'est que forcément, ils sont bêtes, quoi. Tu vois, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est que ça n'a pas marché. On aurait dû mieux vous expliquer, tu vois. Mais non, mais Mulch, on a très bien compris que tu ne maîtrisais pas les sujets de la monnaie, de la pénurie, de l'abondance, du développement des forces productives, de l'intégration, etc. Tu ne maîtrises pas ces sujets. Donc pour toi, effectivement, qui est dans le fétichisme de la marchandise et qui est vraiment un profane, c'est quelqu'un qui ne sait pas mais qui veut quand même donner son avis. Mais effectivement, la sortie de la monnaie lui apparaît aussi catastrophique que si on le disait à Macron. Pour lui, c'est catastrophique parce qu'il a une vision ultra libérale, fétichiste de la marchandise. Il ne voit pas le potentiel communiste qui est sous ses yeux alors qu'on en a donné 1000 exemples. Et quand il est coincé, il est un peu insultant. Faut pas faire ça, Mulch. Ça va bien se passer. Mais ouais, c'est son truc d'ingénieur. Moi, il me fait penser à Sardoche. Tu sais. Il a un avis qu'il a le droit d'avoir, tu vois, mais il considère que c'est le seul avis rationnel, tu vois. C'est vraiment le pire de la zététique mal comprise. Tu sais. Et les autres, par contre, ils ont des avis idéologiques, tu vois. C'est vraiment ça le truc. Comment on fait sans monnaie? Je sais pas si dans un système de troc, tu es tenté d'accumuler autant que ce que l'on peut faire avec de la monnaie, mais si la monnaie, elle rémunère une création de valeur, une participation à la société, un vrai travail, etc., pourquoi ce serait une mauvaise chose, la monnaie? Pourquoi ce serait une mauvaise chose d'accumuler de la monnaie? C'est validiste comme texte, je veux dire, c'est un vrai travail, de la production de machin. Non, mais moi je considère qu'il y a des gens qui vont naître, qui pourront peut-être pas faire un vrai travail de la production de je sais pas quoi. Ils auront quand même accès à l'eau, quand même accès aux chips dont on parlait, quand même accès à l'essence, quand même accès à tout, tu vois, en tant qu'être humain, tu vois. Et je pense que c'est ça l'humanisme du communisme, tu vois. Après, évidemment, si tu peux, et je pense que l'immense majorité des gens qu'on considère comme avec handicap aujourd'hui et qui peuvent pas travailler à cause de leur handicap, c'est parce que le travail aussi n'est pas adapté dans le capitalisme à leur handicap, tu vois. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui pourront travailler sous le communisme dans la mesure de leur handicap, tu vois. Mais encore une fois, il a une vision de... C'est marrant parce qu'il va se dire contre la méritocratie, mais il a une vision très méritocratique là. Dans 2 ans, il nous vend le talent, le mec, tu vois. Il nous dit c'est Amélie Oudéa-Castéra qui a plus de talent, donc elle a plus de monnaie, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et lui, je pense qu'il se pense plus talentueux, mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, il dit quel est le problème d'accumuler de la monnaie? Il ne comprend pas que, par définition, c'est ce qui crée les richesses ou non, en fait. Le fait que quelqu'un puisse avoir plus d'accès, parce que c'est ça, la monnaie, c'est une porte d'entrée sur l'accès aux ressources. Quand vous avez plus de monnaie, vous avez plus d'accès aux ressources collectives. Et c'est ce qui fait qu'il y a des riches et des pauvres. Donc, cette abolition même de la monnaie est une nécessité absolue pour abolir les classes et les dissymétries d'accès aux ressources. C'est la définition du communisme. De la sortie des moyens de production, tu vois ce que je veux dire? De la sortie de la monnaie, de la sortie de la valeur. Enfin, tu vois, c'est pas comme si La sortie de la valeur. Je pense qu'eux-mêmes n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de proposer, en fait. Hein. disais la clé. Bon, je pense que je pense que cette vidéo fait une réponse. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait déjà long, mais on voit quand même 2 choses différentes. Nicolas Framont, il rentre dans une critique du mot communisme qui est peut-être plus commune, de dire il faut pas choquer les gens, avec une vision du communisme qui est quand même partagée à la fois par la droite, mais aussi qui a été mise en avant par tous les courants anarchistes, libertaires et aussi trotskistes, de dire voilà, nous on est communistes, mais le communisme réel en fait a été une abomination. Il y a Rob Krabs d'ailleurs de Frustration Magazine qui avait fait un petit thread comme ça pour expliquer un peu la position de Frustration et qui disait l'URSS ça a été l'un des pires régimes de l'histoire. Tu vois. Ça, pour moi, c'est problématique. C'est une position ultra eurocentrée autour du bout de notre nez, de dire ah bah moi dans les années 30, j'aurais préféré vivre en Angleterre qu'en URSS. Sans jamais comprendre que la potentialité de vivre en Angleterre dans un monde qui paraissait un peu plus libre et avec un plus haut niveau de vie était liée à l'empire colonial anglais et que le capitalisme est un système monde. Et donc, si on n'est pas eurocentré, ou occidentalo-centré, il faut vraiment comprendre que le capitalisme étant un système monde, tu peux pas interpréter la société anglaise sans interpréter ses colonies, et donc le vrai choix que tu dois faire, c'est est-ce que tu préfères le système soviétique, avec ses plus et ses moins, avec les goulags, avec aussi tout un tas de trucs socialisés, avec aussi ses soutiens à différentes révolutions anticoloniales dans le monde, enfin voilà, c'est tout ça l'URSS, ou est-ce que tu préfères vivre dans un système monde, avec l'empire anglais, avec d'un côté des gens qui vivent pas trop mal en Angleterre, sur le dos de l'exploitation des gamins indiens, avec des prisons évidemment dans
pendant les colonies, qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus meurtrières que les goulags. Je rappelle que les goulags, c'est entre 5 et 8% de mortalité, que les prisons dans nos colonies en France, c'est entre 50 et 80% de mortalité. Ça n'a en fait rien à voir, avec des gens qui sont totalement déshumanisés. Voilà, moi bref, je trouve quand même qu'il faut le dire, à un moment donné, les gens interprètent l'histoire des mouvements anticoloniaux par rapport à une vision très centrée sur le monde occidental, pensant que le monde occidental est un monde libre. Enfin, vraiment, c'est la fable de la guerre froide, est un monde libre, et qu'en face, on avait un monde autoritaire abominable. Ce n'est pas vrai. Que ce soit l'URSS, Cuba, ou je ne sais quoi, ou Sankara, le Burkina Faso de Sankara, ou le Vietnam, ou la Chine, c'est des gens qui ont essayé, tant bien que mal, de mettre en place le communisme, avec des plus et des moins. Et moi, je serais comme Lukács, je dirais que le pire pays socialiste reste toujours supérieur au meilleur pays capitaliste. Et je pense qu'il a raison, parce que il n'y a pas les États-Unis sans, encore une fois, toute l'exploitation de l'Amérique du Sud, sans la ségrégation des Noirs, sans tout ça. Il n'y a pas l'Angleterre sans les famines provoquées sciemment, on va dire, par l'Angleterre en Inde. Il n'y a pas l'Empire belge et la Belgique où on vit pas trop mal sans le Congo belge avec des mains coupées par centaines de milliers par le roi belge, tu vois. Il n'y a pas la France sans la France-Afrique. Enfin, voilà. Tout ça, pour moi, est pire que les pays socialistes et que les gens qui ont eu le courage quand même de se lever contre l'impérialisme, mettant en place des systèmes qui ont été autoritaires ou ce que tu veux, qui d'ailleurs, je pense, par rapport aux moyens de production qu'ils avaient et par rapport à l'impression qu'ils avaient été un peu obligés d'être autoritaires aussi. Bref, là, j'ai juste parlé un petit peu du débat qu'on peut avoir avec Frustration Magazine, qui est un débat qui est intéressant, je pense. Là, on voit qu'avec Mulch, on n'en est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que Mulch, il sait pas ce que c'est la monnaie, il sait pas ce que c'est les moyens de production, c'est bien pour faire de la vulgarisation, mais il y a même pas de vrai débat, tu vois. C'est pas comme avec les trotskistes, on peut avoir des vrais débats. Les trotskistes sont des vraies personnes qui ont une ligne idéologique qui tient depuis 80 ans, donc qui a quelque chose à dire sur le monde. Nous, on n'est pas d'accord, mais qui a quelque chose à dire sur le monde. Quand je dis les trotskistes, Frustration Magazine n'est pas trotskiste, mais ils partagent une certaine vision du socialisme réel avec les trotskistes, tu vois. Ouais, c'est des communistes libertaires, un peu anards. Moi, je trouve que ta conclusion, elle est très bien. Elle n'est pas du tout hors sujet. Au contraire, elle boucle avec ce qu'on a dit au début. C'est qu'il ne faut jamais interroger les choses de manière statique, c'est-à-dire faire la photo. Et ce qui est intéressant, c'est d'interroger les choses de manière dynamique. Et ce qu'il faut, c'est justement montrer quelles sont les catégories qui sont en déstructuration dans le monde communiste et les catégories qui sont en structuration dans les expériences communistes. Et pareil avec le capitalisme. Effectivement, c'est des voies vers le commun, vers la sortie de la propriété, avec des façons de faire compliquées, des allers-retours, etc. Mais cette dynamique fait l'essence du communisme, c'est-à-dire l'idée de produire en commun, de sortir de la propriété privée, de sortir des classes. Voilà. On a le droit d'être contre ça, mais c'est de manière dynamique qu'il faut qu'on l'interroge, et de la même manière qu'on interroge le système capitaliste. Voilà. C'est un monde qui veut le privé, qui considère que la compétition, la concurrence entre les individus est bénéfique à la totalité, que la propriété privée, l'appropriation des choses et même la suraccumulation est un bénéfice pour l'humanité. Voilà, c'est ces dynamiques-là qu'on interroge. Toutes ces dynamiques-là contiennent chacune des photos. Quand on dit capitaliste, c'est la dynamique capitaliste que je viens d'écrire là. Il y a la photo du Fordisme, il y a la photo du libéralisme, du néolibéralisme. Ben, pareil pour le communisme. Il y a des moments plus, on va dire, efficients que d'autres, plus glorieux que d'autres. Et ben, faut tout prendre en même temps. Voilà. Et je veux dire, pour moi, c'est cette pudeur un peu de gazelle là, avec le mot communisme. Pour moi, c'est exactement pareil que même moi, j'ai pu avoir, tu vois, avec le mot islamophobie. C'est-à-dire, j'étais pas formé, j'étais en mode, oui, on aurait pu prendre un autre mot, c'est pas vraiment la peur de l'islam, je sais pas trop quoi, tu vois, j'étais pas formé à l'antiracisme, je connaissais pas grand chose. Et en fait, quand tu jettes le mot islamophobie, tu jettes aussi un peu du contenu. T'es en train de dire, tu vois, il y a ce truc dans le fait de rejeter le mot islamophobie, de se dire, est-ce qu'il y a pas des gens qui veulent réinstaurer l'islam, tu vois, par la non-critique de l'islamophobie, tu vois, le truc des droitards, tu vois. Et en réalité, c'est vrai que si tu passes ton temps à dire, ah bah non, mais moi je suis antiraciste, mais j'utilise pas le mot islamophobie, bah t'es en train de perdre un petit peu du fond de la lutte contre l'islamophobie et de la lutte contre le racisme, contre les musulmans, tu vois. Et moi, je vois quelque chose de pareil avec le communisme, c'est-à-dire que quand tu commences à dire oui, machin, le communisme, j'utilise pas le mot, bah moi, pour moi, il y a le même rapport que ce qu'on peut avoir avec l'antiracisme. Et j'ai envie de dire, on pourrait aller plus loin même. Évidemment, quand tu luttes contre l'islamophobie, du coup, bah, tu vas te retrouver des fois à défendre des gens avec lesquels t'es pas forcément d'accord sur le fond. Moi, je sais pas, je connais pas bien sa pensée, mais tu prends quelqu'un comme Iqwisen, tu vois. Et je suis sûr qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs, tu vois. Mais au nom de la lutte contre l'islamophobie, on le défend. Et moi, je trouve que la position que devrait avoir la gauche radicale par rapport aux communistes, c'est la même. C'est-à-dire, et vous avez le droit de pas être d'accord avec Nicolas Maduro, tu vois. Moi, je trouve que Maduro, c'est beaucoup moins bien que Chavez, qu'il y a une sclérose un petit peu du système vénézuélien. D'accord. Mais je ferai jamais cette critique en criant avec les loups impérialistes pendant que Donald Trump envoie son armée entourer le Venezuela, tu vois. Parce que c'est juste une question de cohérence, tu vois. Tout comme, je vais pas faire des critiques que je pourrais faire, tu vois, en privé sur un truc que penserait Iqwisen pendant que le mec se fait virer en charter de la France, tu vois. Et au bout d'un moment, ayez cette cohérence, je veux dire.
Et on a tous des critiques. D'ailleurs, personne ne veut réinstaurer les goulags en France ou je sais pas trop quoi en 2025, tu vois, ça faisait. Mais juste, quand vous faites ça, en fait, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner des billes à des gens qui demain taperont sur Jean-Luc Mélenchon en disant que Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà un peu le Venezuela et l'Union soviétique et les goulags, tu vois. La réalité, elle est là, tu vois, c'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, faire un genre de bloc derrière certains mots pour défendre notre histoire aussi, tu vois. Bref, Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être un peu hors sujet, mais bon. Non, j'ai envie de le dire moi je quand trouve même. ça bien, t'as raison, parce que c'est le sujet du courage politique. Le Milch n'en a aucun en fait. Il est toujours du côté des positions qui n'engagent à rien. Le courage politique, c'est de rappeler qu'il y a que deux côtés de la barricade. Les positions tierces, les positions de hauteur, les positions à distance, les De positions noisettes. de neutralité, de noisettes, de neutralité ne résistent pas au processus historique. À un moment donné, il faut choisir d'un côté de la barricade. Les zététiciens, les mentalités d'ingénieurs, etc., se mettent au-dessus de la barricade et disent si vous voulez, on peut trouver une solution entre les deux. Non, à la fin, il faut choisir de quel côté tu vas tirer et de quel côté tu vas te faire tirer dessus. Et ben oui, effectivement, Maduro, c'est loin, 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 loin des gens qu'on estime et de la société qu'on voudrait. Mais face à l'impérialisme américain qui a une puissance inégalée sur le monde dans l'histoire de l'humanité, un Maduro est préférable au char américain. Voilà, tout Ouais, et simplement. c'est pour ça, moi, j'avais critiqué Contretemps, tu sais, quand ils avaient sorti un article contre Maduro, tu vois. Enfin, t'es là, les mecs, il y a une fascisation avec Trump qui fait passer des lois anti-narcotrafiquants. En réalité, c'est des lois anti-Maduro, tu vois, pour essayer de dire, on peut aller intervenir n'importe où dans le monde contre les narcotrafiquants, mais en fait, n'importe où dans le monde, c'est bizarrement au Venezuela où t'as 30% du pétrole dans le monde, tu vois. Quand ils font ça, je veux dire, l'article, t'as même pas besoin de le lire, tu vois. Moi, je suis d'accord que Maduro, probablement qu'il y a des abus de pouvoir ou de l'autoritarisme ou je sais pas trop quoi, mais au bout d'un moment, il faut voir ce qu'on est en train de faire à l'échelle globale. Dans 10 ans, si Maduro est renversé par l'impérialisme américain, les gens se souviendront pas que contre-temps, on fait une critique de gauche de Maduro. Ils se souviendront que les mecs ont sorti un article de merde à un moment qui était pas opportun, tu vois. À un moment où Ils ont c'était donné pas le soft power. évidemment, tu vois, c'est exactement comme le NPA a fait une critique de Kadhafi pendant qu'il y avait une intervention militaire en Libye, tu vois. On est tous d'accord que Kadhafi, c'est pas notre héros, tu vois. Enfin, c'est ça qui est ouf, quoi. Puis on n'en a pas. Et puis l'humanité est un processus en mouvement. Il n'y a pas de paradis sur Terre qui a déjà existé, qui serait modèle à reproduire. Donc effectivement, chaque expérience a ses apports et ses limites, quoi. Et puis on retrouve Voilà, ce faut- truc-là, je te dis, d'européocentrisme, c'est-à-dire que tous ces trucs autoritaires qu'on critique, bizarrement, c'est des pays de la périphérie, tu vois. C'est que des pays, en fait, ils sont autoritaires, mais en fait, avant, ils étaient colonisés, c'était 10 fois pire, et donc les populations, elles s'en foutent un petit peu, si tu veux, que, tu vois, ok, Xi Jinping, il est autoritaire, tu vois, mais peut-être que c'est mieux que si c'était un protectorat anglais ou français ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, les gars, ils sont bien, non, mais ils sont bien au courant de ça, tu vois. Enfin, Tu me lances sur un truc là chez Xi Jinping, mais il y a quand même des gens qui se disent marxistes et qui et qui pensent que défendre le Taïwan tel qu'elle est aujourd'hui, c'est anti-impérialiste. C'est vraiment- J'étais pas prêt, j'ai vu ça sur non, Twitter. Qui pense que Taïwan n'est pas une base de l'impérialisme capitaliste mondial. Enfin, je suis tombé de ma chaise, mais vraiment, on en a discuté. Il y a tout un tas de sujets là-dessus. Il y a aussi mais des de gens. toute façon, qui les nous mecs ont comme sorti- Bad Mulch, d'ailleurs, c'est des gars qui te disent Mélenchon est catastrophique sur la géopolitique, alors que justement, Mélenchon a ce courage de continuer à avoir une position qui est vraiment courageuse en géopolitique. Sur l'Ukraine, il y a des gens qui nous ont dit que les Ukrainiens étaient colonisés au même titre que les Palestiniens étaient colonisés par Israël. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a du travail là-dessus. C'est peut-être pas le sujet de C'est la même vidéo. honteux pour les mais- Palestiniens de dire ça, tu vois. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est J'ai- dur de subir une guerre expansionniste de Poutine, tu vois, mais ils sont pas colonisés au même titre que les Palestiniens, dont la culture même et la potentialité d'exister est niée, tu vois. Mais ça, c'est les positions abstraites. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est ce qu'on disait au début. Quand tu fais des analogies abstraites, des trucs non significatifs, juste pour faire du sophisme, t'arrives à rien. Et si tu essayes de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, de s'élever au concret, tu te rends compte que ça ne repose sur rien, ça ne dit rien. Et ça ne dit pire que des obscénités, en fait. D'ailleurs, il y a un truc intéressant dans la vidéo, on parle de démocratie, en disant que c'est un mot qui recouvre rien, et Mulch, il dit à un moment donné que c'est beaucoup plus clair démocratie que communisme. Alors que pour le coup, c'est vraiment l'inverse, tu vois. Moi, qu'est-ce que quelqu'un me dit je suis démocrate, je sais pas si le mec il vote Zemmour ou s'il vote Mélenchon. Si quelqu'un me dit je suis communiste, je vois à peu près qu'il vote pas Zemmour, tu vois. C'est surtout qu'en plus, la RDA, c'était la République démocratique allemande. Je veux dire, le communisme aussi s'est revendiqué de la démocratie. Ah non, mais donc, je veux la dire, démocratie, c'est hégémonique. Tu vois. Bon, bref, après cette longue capsule, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du communisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous? Ça nous intéresse. N'hésitez pas à participer justement à la campagne de... Oui, car la monnaie n'est pas encore abolie, malheureusement. Donc, faire des sites internet, faire les chroniques de l'exploitation en podcast et des événements et tout un tas d'autres choses. Et n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos chaînes, Insta, Twitter et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut! C'est